Alors, merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation ici, et merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre présence. Alors, voici un aperçu du programme d'aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous parler du contexte de l'asile et de la migration dans le monde et en Suisse. Puis, je vous présenterai les résultats de 3 recherches qu'on a pu mener auprès de cette population. Et je terminerai par une discussion et des implications pratiques. Tout d'abord, quelques mots rapidement sur mon parcours qui a été déjà en partie présenté. Donc, je suis d'origine québécoise, mais je suis arrivée en Suisse quand j'étais jeune. Donc, j'ai fait toutes mes études ici à Lausanne et j'ai terminé mon master en orientation en 2017. À la suite du master, j'ai fait quelques stages, dont un au BCI, au Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme, où j'ai été confrontée aux enjeux liés à l'intégration. Et ça m'a donné envie de réaliser une thèse à ce sujet. J'ai donc commencé ma thèse il y a 3 ans, sous la supervision du professeur Jonas Masdonati, qui est aussi dans la salle aujourd'hui. Et j'ai commencé il y a 3 ans et j'étais aussi employée comme assistante de cours à l'UNIL. Et donc récemment, j'ai déménagé au Danemark, donc je suis maintenant uniquement doctorante et je prévois de terminer ma thèse à distance. J'ajouterais que c'est pour moi un grand plaisir d'être ici et de pouvoir vous présenter mes recherches. J'imagine que la majorité d'entre vous connaît très bien cette population. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir voir si ce que je vous présente vous parle et si ça fait écho à votre pratique dans votre quotidien. Concernant le contexte, je présente d'abord quelques chiffres. Donc selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y a 82,4 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer en 2017. Ça représente 26,4 millions de personnes réfugiées, 4,1 millions de requérants et requérantes d'asile, et les 48 millions de personnes restantes sont des personnes qui ont été déplacées à l'intérieur d'un même pays. En Suisse, il y aurait 11 000 personnes qui ont déposé des demandes d'asile durant l'année 2020, qui proviennent principalement d'Érythrée, d'Afghanistan, de Turquie, d'Algérie et de Syrie. Selon les chiffres du secrétariat d'État aux migrations, qui prévoit une augmentation à 15 000 demandes pour l'année en cours, donc 2021. Il y a environ 54 000 personnes qui sont concernées par l'asile, qui sont dans le processus d'asile actuellement en Suisse. Et ce chiffre, il comprend les personnes réfugiées avec un permis B, les personnes admises à titre provisoire qui ont un permis F, et les requérants d'asile avec un permis N, et aussi les personnes pour qui la demande a été refusée. Donc pendant cette présentation, je ne ferai pas forcément la distinction entre les personnes admises à titre provisoire, réfugiés et requérantes d'asile. Je parlais plutôt de primo-arrivants ou de réfugiés en général, puisque le type de permis variait beaucoup parmi les personnes qu'on a rencontrées. Donc juste garder à l'esprit que ça regroupe en fait tous ces cas de figure. Donc, la littérature dans le domaine de l'orientation professionnelle et scolaire, à ce sujet, elle souligne la complexité du parcours socio-professionnel des primo-arrivants. Donc, une fois arrivés en Suisse, ils doivent faire une demande d'asile et possiblement de regroupement familial, tout en devant s'adapter à une nouvelle culture et apprendre une nouvelle langue. Le travail, il apparaît comme un facteur crucial pour une intégration rapide. Il représente une opportunité d'être en contact avec la population locale et aussi avec la nouvelle langue. Pourtant, les chiffres montrent que les immigrants au sens large sont particulièrement vulnérables sur le marché de l'emploi. Ils présentent notamment des taux de chômage et de sous-emploi plus élevés que la population locale dans tous les pays de l'OCDE. Cette vulnérabilité, elle est d'autant plus importante pour les personnes liées à l'asile, pour qui la migration est forcée et souvent traumatisante dans la plupart des cas. Ces derniers sont aussi surreprésentés dans l'économie informelle, donc ce qu'on appelle le travail au noir. Concernant les barrières rencontrées, elles sont de 2 types dans la littérature. Tout d'abord, au niveau contextuel, on a la non-reconnaissance des diplômes et des expériences passées. Les enjeux liés à la procédure d'obtention du permis, qui peut être longue et aboutir parfois à un refus ou à un permis qui soit précarisant comme un permis provisoire, un permis F, la discrimination et le manque de réseau social. De plus, les personnes immigrantes et réfugiées, elles sont souvent poussées à accepter des emplois précaires
avec des conditions de travail demandantes, risquées physiquement, qui impliquent de nombreuses heures de travail pour un salaire plutôt bas. Concernant les barrières personnelles, les auteurs relèvent aussi un manque de connaissances à propos de la culture et de la langue d'accueil et du marché du travail, un manque d'expérience et d'objectifs de carrière, ainsi qu'une certaine incertitude face au permis. La littérature relève aussi certaines ressources qui peuvent les soutenir face à ces obstacles, comme par exemple les stratégies d'adaptation, la proactivité, l'adaptabilité de carrière, le soutien social et la religion. Concernant les défis rencontrés en Suisse, donc malgré des indicateurs économiques qui soient favorables, l'accès à un emploi décent, soit avec des conditions de travail justes et équitables, il est restreint pour les personnes d'origine étrangère, les personnes peu qualifiées et les jeunes adultes. Dans ce contexte, la formation professionnelle, elle apparaît comme une bonne solution, mais pour accéder à un marché de l'emploi qui soit formel et qui soit durable aussi. Par contre, les exigences scolaires sont souvent élevées et difficilement atteignables, notamment en raison d'un manque de soutien social ou de la méconnaissance de la langue et des normes d'accueil. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 3 recherches qu'on a menées auprès de cette population. La première étude qu'on a menée, elle a été réalisée à la demande d'Insertion Vaud dans le cadre de l'évaluation de leur projet qui s'appelle INVO. Et à l'aide d'un outil narratif, on a investigué les barrières et les ressources qu'ils percevaient, ainsi que leurs expériences passées et leurs projets dans le futur. Les 2 dernières études, elles ont été réalisées sur la base de nouveaux entretiens, toujours auprès des réfugiés, où on s'est intéressé au choix d'orientation avec une approche longitudinale, et la dernière étude portait sur le rapport au travail. Donc, concernant la construction de carrière, à la demande du secrétariat d'État aux migrations, le Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme, le BCI, qui est le répondant vaudois pour les questions d'intégration, il a mandaté l'établissement vaudois d'accueil des migrants et Insertion Vaud pour mettre sur pied le projet pilote qui s'appelle INVO. Ce projet, il consiste à soutenir l'apprentissage du français et l'insertion socio-professionnelle durable à l'aide d'un dispositif de prise en charge pour 80 primo-arrivants. Il y en avait 40 à l'EVAM et 40 à Insertion Vaud, dans un délai cadre de 2 ans par personne. La population cible était constituée de jeunes requérants d'asile et réfugiés âgés entre 19 et 25 ans et qui présentaient une forte probabilité de séjour et d'établissement en Suisse. Ce projet, il a débuté fin 2016 et s'est terminé en novembre 2019. Le projet INVO poursuivait 4 objectifs. D'abord, d'avoir un accompagnement rapide, individualisé et spécifique qui soit au plus proche de ce que chaque jeune a besoin. Avoir un guichet unique qui permet de centraliser et de coordonner les différentes prestations pour fluidifier la communication et favoriser la transparence. Avoir une insertion durable pour par la formation qualifiante avec un projet réalisable pour éloigner les jeunes de l'aide sociale de façon durable. Et enfin, avoir un dispositif qui soit innovant et structuré, où le catalogue des prestations il est créé sur mesure et continuellement ajusté pour répondre aux besoins des bénéficiaires. L'objectif de la collaboration entre Insertion Vaud et le CEPCO, il s'inscrit dans l'évaluation de ce projet INVO, où le but était aussi d'explorer les besoins de cette population et de fournir des pistes d'amélioration. Pour ça, des entretiens individuels et des focus group ont été menés. Les objectifs des entretiens individuels étaient d'accéder au vécu de leur parcours d'intégration et d'insertion professionnelle. Et pour les focus group, c'était d'identifier les points forts et les limites sur la base du discours des participants. Les focus group, ils ont fait l'objet de mémoires de master pour des étudiantes en psychologie et les recherches que je vous présente aujourd'hui se sont basées sur les entretiens individuels. Donc voici les participants. Les prénoms sont des prénoms d'emprunt. Il y a 14 personnes, 5 femmes et 9 hommes, qui sont âgés entre 19 et 25 ans, qui sont originaires d'Érythrée, de Syrie et une personne de Somalie.
La particularité de ces personnes est qu'elles ont été prises en charge dans le programme INVO très tôt dans leur parcours, donc au maximum 6 mois après leur arrivée en Suisse. Concernant le guide d'entretien, il a été basé sur la métaphore du chemin de vie ou du voyage de vie. C'est un outil narratif qui consiste à demander aux personnes de dessiner leur parcours en inscrivant sur la gauche du dessin ce qui représente le passé, au milieu la situation actuelle et à droite les projets futurs. On les a aussi invités à inscrire des événements ou des personnes marquantes en leur attribuant à chaque fois une valence positive ou négative. Concernant la méthode, on était une équipe de 7 personnes et on a utilisé la méthode de recherche consensuelle, c'est-à-dire qu'on alternait entre des périodes de codage et des périodes, des rendez-vous où on était les 7 et où on prenait des décisions et on s'accordait. Parmi les concepts utilisés pour appréhender cette thématique, on a utilisé l'approche des capacités par Amartya Sen. Selon lui, l'idée de capacité attribue un rôle crucial à l'aptitude réelle d'une personne à effectuer diverses activités qu'elle valorise. Donc ça fait référence à la liberté concrète des individus. Selon cette approche, le choix des individus, il n'est pas seulement une question d'aspiration personnelle, mais aussi, il est aussi soumis à des contraintes contextuelles qui peuvent réduire l'éventail des possibilités. Ainsi, le concept de préférence adaptative, il désigne ce choix ajusté en fonction des normes et des attentes de l'environnement, suggérant que dans certains cas, le choix de carrière des personnes ne reflète pas uniquement leurs aspirations personnelles, mais aussi des choix par défaut ou des choix attendus par la société. Au niveau des objectifs de notre recherche, c'était de comprendre comment les réfugiés construisent leur carrière en considérant leur trajectoire de vie, les barrières perçues et leurs ressources. Et sur la base de ces investigations, on a ensuite formé des profils en fonction de comment ils font leur choix. Nos résultats ils se déclinent en 2 catégories qui suivent un axe temporel. Donc d'abord, on a les trajectoires de vie qui se réfèrent au passé, donc depuis le pays d'origine, les pays de transit jusqu'à l'arrivée en Suisse, et la situation actuelle. Je vais maintenant détailler chacune des catégories en commençant par la situation pré-migratoire. Donc tout d'abord, les participants ils évoquent généralement de bons souvenirs passés avec leur famille et les amis. Par exemple, on a une participante qui s'appelle Zula qui décrit des moments de la vie quotidienne passés avec sa famille. À chaque fois, j'ai mis des citations que je vous laisse lire après chacune des catégories. Voilà. Il rapporte aussi des conditions de vie qui étaient difficiles dans le pays d'origine, dues à la guerre, à la perte de liberté causée par des répressions politiques ou le fait de vivre dans des lieux isolés. Isaïas décrit par exemple la dictature en Érythrée comme une situation de guerre à cause de la perte de liberté que ça engendre. Concernant les causes du départ, il y avait 2 principales raisons qui ont été citées par les participants. La première, c'est la situation politique et la dictature en Érythrée. Par exemple, Lete Brehan compare le service militaire obligatoire à la guerre à cause des mauvaises conditions de vie et la perte de droits et de liberté. Ensuite, pour 2 participants kurdes de Syrie, la cause de la migration était la destruction de leur ville et les conflits. Par exemple, Saïd décrit l'état de sa ville après le passage de Daesh qui a occupé sa ville pendant 4 mois. Concernant le parcours migratoire, ils décrivent d'abord des conditions de voyage qui étaient difficiles, dangereuses et traumatisantes, comme l'explique Samuel. Ensuite, les participants ont aussi mentionné des conditions de vie difficiles dans les pays de transit, que ce soit au niveau du long temps d'attente dans les pays comme la Grèce ou l'Italie par exemple, ou dans des conditions des camps qui étaient difficiles au niveau de l'hygiène, de la santé, de l'accès aux produits de nécessité et aux conditions météorologiques. Malgré tout, certains participants relèvent quand même des aspects positifs de leur séjour dans les pays de transit,
comme par exemple des bons souvenirs avec des personnes, donc des rencontres importantes. Concernant l'arrivée en Suisse, plusieurs participants ont relevé avoir connu un début difficile par rapport aux conditions de vie dans les foyers ou la cohabitation avec les autres résidents, ou l'acclimatation et l'adaptation aux règles suisses. Passé cette étape, plusieurs d'entre elles et eux mentionnent des conditions de vie très positives, comme le fait de pouvoir vivre dans son propre appartement ou de passer du temps avec les autres résidents. Ensuite, concernant la situation actuelle, les participants ont identifié beaucoup de barrières et de ressources rencontrées en Suisse. En commençant par les ressources au niveau social, ils ont identifié la famille, les amis et les intervenants sociaux comme des ressources, que ce soit des personnes qui étaient présentes dans le passé ou qui sont encore présentes à leur côté aujourd'hui. Ensuite, au niveau personnel, ils ont mentionné les qualités, des intérêts, des valeurs et des expériences professionnelles et personnelles. Au niveau institutionnel, ils ont identifié le permis de séjour. Donc pour ceux qui avaient obtenu un permis de séjour, ils l'identifiaient comme une grande ressource. Au niveau des barrières, on a d'abord l'adaptation culturelle qui fait référence à l'apprentissage du français et à un certain choc culturel vécu en arrivant en Suisse. Au niveau émotionnel, ils rapportent de la nostalgie ou de la solitude ou des conditions de vie qui sont difficiles. Et enfin, au niveau de la dépendance matérielle, donc ça regroupe l'incertitude relative à l'obtention du permis, la recherche d'un travail et les difficultés financières qui sont liées. Donc, quelques éléments de discussion par rapport à ce qui vient d'être présenté. Il est intéressant de constater d'abord que le français a été identifié comme une priorité et qui constitue donc une des principales barrières quand ils arrivent en Suisse. Aussi, la construction des projets de carrière, c'était une condition, c'était considéré comme une priorité puisqu'ils identifiaient comme une condition pour réaliser d'autres projets extra-professionnels, comme le fait de fonder une famille ou de sortir de l'aide sociale. La littérature, elle relève plusieurs barrières qui n'ont pas été identifiées dans notre étude, comme par exemple le manque de réseau ou de connaissances. Une explication pourrait être que ce programme INVO permettait justement de combler en partie ces manques, puisqu'ils offraient un grand soutien dans la construction de carrière, et aussi que les intervenantes, elles étaient toujours très disponibles pour les bénéficiaires. En allant dans le même sens, bien que 10 participants sur 14 n'avaient pas encore reçu de décision par rapport à leur permis, seules 4 personnes ont identifié le manque de permis comme étant une barrière. Donc on peut encore imaginer que le programme d'intégration les soutient dans leur projection vers l'avenir et leur permet d'avancer malgré le fait qu'ils soient encore dans la procédure d'asile. Cependant, il faut juste garder à l'esprit aussi que la plupart des bénéficiaires étaient très reconnaissants et donc peut-être qu'il y a un effet qui les pousse à occulter certains aspects plus négatifs. Ce qui était aussi intéressant de noter, c'est que grâce à cet outil narratif, les participants ont identifié de nombreuses ressources, principalement d'ordre social et personnel. Par exemple, ils citaient systématiquement leur famille, les amis et les intervenants sociaux. Au niveau personnel, ils ont relevé aussi posséder de nombreuses qualités et forces de caractère, en mentionnant par exemple l'adaptabilité et les stratégies d'adaptation. Ils ont aussi mentionné l'espoir, l'optimisme et une attitude positive envers l'avenir, et la religion et la foi. Enfin, la paix et la liberté ont aussi été des valeurs qu'ils ont identifiées comme les aidant à avancer et leur donnant de la force. Ensuite, on a voulu voir si les projets de carrière pouvaient être influencés par leurs expériences professionnelles et personnelles passées, donc dans le pays d'origine et dans les pays de transit, et aussi par leurs intérêts et les valeurs. Donc on a essayé de prendre du recul par rapport à leur parcours et les considérer de façon un peu plus globale. Et ça nous a permis de dégager 3 profils de carrière où on voyait des tendances dans la façon de faire des choix. Donc pour le premier groupe qu'on a appelé les passionnés, il est composé de 1 femme et 4 hommes,
pour qui les choix de carrière semblent être guidés par les intérêts professionnels, indépendamment de leurs expériences préalables. Pour elles et eux, ça semblait vraiment très important que leur métier leur plaise et qu'ils correspondent à leurs intérêts. Et je vous ai mis sur les côtés à chaque fois des exemples de projets pour que vous puissiez avoir une idée concrète de ce qui a été mentionné comme projet de leur part. Le deuxième groupe, c'est le groupe des altruistes qui est composé de 4 femmes pour qui le choix de carrière il semble être guidé par des valeurs altruistes, d'entraide et de soins. Ça semble être une valeur culturelle et communautaire qui était très présente dans leur famille et certaines racontent qu'elles avaient l'habitude de prendre soin de leur fratrie et elles font le lien direct entre ces expériences et leurs aspirations actuelles. Le dernier groupe, c'est celui des amoureux du travail qui est composé de 5 hommes. Pour eux, le choix de carrière il est basé sur un amour du travail en général plutôt que pour un métier spécifique. Tous les membres de ce groupe travaillaient déjà dans leur pays d'origine pour subvenir aux besoins de leur famille et ils ont tous rapporté un rapport au travail qui était très positif. Voilà, je vais vous présenter maintenant des exemples pour chacun des groupes pour que vous puissiez avoir une idée plus concrète. Alors, Sami est un jeune Kurde de Syrie. Sa famille a été dispersée dans plusieurs pays. Sa sœur et ses cousins vivent en Suisse, mais dans d'autres régions linguistiques. Il est plutôt discret en ce qui concerne les raisons qui l'ont poussé à fuir son pays. En Syrie, il faisait de la construction et de la décoration de façade et rapportait être bon dans son travail, ce qui était très valorisé par ses parents. Il préférait travailler plutôt que d'aller à l'école. Il aime beaucoup la mécanique et les voitures et il planifiait de devenir mécanicien sur automobile, malgré qu'il n'ait pas encore d'expérience dans ce domaine. Il se décrit comme étant amical, positif et optimiste par rapport au futur. Pour lui, travailler est simple et agréable. La seule barrière qu'il identifie est l'apprentissage du français et le fait qu'il n'aime pas aller à l'école. Les prochaines étapes pour lui en Suisse sont de parler français, puis de travailler comme mécanicien. Donc on voit que pour l'exemple de Sami, son choix est principalement basé sur ses intérêts. Pour le deuxième groupe, on a l'exemple d'Hélène, qui est une jeune Somalienne qui a quitté seule son pays pour un pays de transit après l'assassinat de ses parents. Elle a travaillé pour une famille où elle s'occupait des enfants, elle les appréciait beaucoup et la famille est devenue une ressource importante pour elle. Elle a ensuite dû quitter le pays et a rencontré une femme qui est devenue une amie proche pendant son voyage jusqu'à la Suisse. Par la suite, son amie est tombée malade et a été hospitalisée et Hélène lui a souvent rendu visite. Le projet professionnel d'Hélène est de devenir infirmière. Son désir de s'occuper des personnes malades pourrait être lié à ses visites à l'hôpital, ainsi qu'à ses expériences professionnelles avec des enfants dans le pays de transit. Elle se décrit comme gentille et positive, et les valeurs de bien-être, de paix et d'aide aux autres sont cruciales pour elle. Les prochaines étapes sont d'obtenir un permis de réfugié reconnu, d'améliorer son français, de travailler et de fonder une famille. Donc on voit que pour Hélène, les valeurs d'aide et de soins sont vraiment ce qui semble guider ses choix de carrière. Enfin, pour le dernier groupe des amoureux du travail, on a l'exemple d'Emmanuel qui a quitté l'Érythrée par ses propres moyens pour éviter le service militaire. Dans son pays d'origine, il aidait son père dans les travaux agricoles tout en allant à l'école. Sa femme et sa fille sont également en Suisse, mais dans une autre ville. Il a plusieurs projets professionnels, devenir mécanicien, peintre en bâtiment, menuisier ou autres travaux manuels. Il se décrit comme calme, gentil, agréable et serviable, et la liberté est une valeur très importante pour lui. Les prochaines étapes sont de parler français et de comprendre parfaitement le français, de retrouver sa famille dès que possible, et enfin, de travailler, quel que soit l'emploi. Son rêve est tout simplement de travailler et de pouvoir partir en vacances avec sa famille. Donc on constate qu'il y a 3 façons très différentes de faire un choix de carrière, avec d'abord les passionnés qui sont guidés par les intérêts et une recherche de vocation, les altruistes qui sont guidés par des valeurs d'entraide et de soins, et enfin les amoureux du travail, ils aspirent à travailler de façon générale. Quelques éléments de discussion par rapport à ces profils. Donc, le pays d'origine ne semble pas avoir d'impact sur la façon de construire la carrière. Par contre, parmi notre échantillon,
on remarque le rôle important du genre. Le groupe des altruistes est composé exclusivement de femmes qui valorisent des valeurs d'altruisme et d'utilité sociale, tandis que le groupe des amoureux du travail est exclusivement composé d'hommes qui tentent à reproduire le rôle de male breadwinner qu'ils avaient déjà dans leur pays d'origine, et ce, peu importe leurs intérêts professionnels. Ça peut être aussi renforcé par une certaine pression qu'ils ressentent de devenir indépendants financièrement et de travailler rapidement. Selon leurs réponses et en considérant la complexité de leur parcours, les participants et participantes ils semblent vouloir s'installer dans le pays d'accueil en ayant une occupation et ils semblent être prêts à faire des compromis concernant le métier. En effet, l'éventail de choix est plutôt limité, d'autant plus qu'une certaine pression à travailler rapidement est omniprésente. Donc ça fait écho au concept de préférence adaptative, où les choix sont ajustés en fonction des contraintes contextuelles et des attentes de la société d'accueil. Ainsi, en théorie, ils auraient un large champ des possibles, mais concrètement, leurs options sont plutôt limitées à des formations professionnelles qui soient courtes et qui répondent aux besoins actuels de la société. Par contre, on peut voir aussi que le programme d'intégration INVO, il semble avoir ouvert un peu ce champ des possibles pour certains et certaines, comme c'était le cas par exemple du groupe des passionnés. Donc, je passe maintenant à la deuxième étude que je voulais vous présenter, où on s'est intéressé aux enjeux liés au choix professionnel, mais cette fois avec une perspective longitudinale. C'est une étude qui est en cours d'écriture, donc certains résultats risquent de changer, mais je peux déjà vous présenter là où on en est. L'objectif, c'était d'explorer la manière dont le choix est construit compte tenu des contraintes contextuelles. Parmi les concepts qu'on a mobilisés, on a utilisé la théorie des choix possibles, qui se réfère à des représentations cognitives des aspirations, motivations et objectifs. C'est donc des idées dans lesquelles on se projette et ça couvre les projets concrets des personnes. Il existe plusieurs formes de choix possibles. On a d'abord les choix idéaux, ce qui se réfère à ce que j'aimerais devenir dans l'idéal. Donc si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on souhaiterait devenir? Donc c'est un peu un absolu. Le choix désiré, ce qu'on souhaite devenir aussi, mais qui est plus confronté cette fois à la réalité. Les choix prescrits, ce qu'on attend de moi que je devienne. Les choix probables, ce qu'on va vraisemblablement devenir. Et le choix redouté, ce que j'espère ne surtout pas devenir. Selon les auteurs Marcus et Nurius, les choix possibles ils peuvent révéler les parties créatives des individus, mais aussi refléter la façon dont le soi peut être socialement déterminé et contraint. Donc, pour cette étude, on s'est concentré sur le soi idéal et le soi désiré. Donc, on a mené aussi des entretiens individuels avec 22 réfugiés. On a d'abord recontacté les 14 participants de la première étude et 5 personnes ont accepté de nous revoir pour un nouvel entretien. C'est les personnes qui sont indiquées en gras dans le tableau. On a aussi contacté les autres personnes qui étaient bénéficiaires de INVO chez Insertion Vaud, et puis d'autres personnes en passant par le CSIR, le Centre social d'intégration des réfugiés. Les participants étaient donc 10 femmes et 12 hommes, âgés entre 18 et 35 ans, qui étaient originaires d'Érythrée, d'Afghanistan, de Syrie, de Somalie, d'Iran, de Turquie, du Yémen et de l'Ukraine. Donc cette fois, on avait un échantillon qui était un peu plus hétérogène que pour la première étude. Et on a mené une analyse thématique déductive en utilisant les catégories des choix idéaux et désirés, qu'on a ensuite soumis à une analyse en 2 temps. La première étape d'analyse a été de différencier les personnes pour qui le choix désiré et le choix idéal étaient différents, ce qui suggère qu'ils ont fait un compromis dans leur choix. Et ensuite, pour ceux pour qui c'était différent, on les a de nouveau divisés en 2 groupes en fonction de l'ampleur de ce compromis. Donc, est-ce que c'était plutôt un petit compromis ou un grand compromis? Pour le premier groupe, il n'y avait pas de différence entre le moi idéal et le moi désiré. Il était composé de 10 personnes, 6 femmes et 4 hommes. Et le soi idéal, il représente un choix qui a l'air bien défini et qui semble donner de la motivation et guider leurs actions. Pour Salma, Maria, Saïd et Nedim, le projet s'inscrit dans la continuité,
puisqu'ils représentent un métier ou des études qu'ils faisaient déjà dans leur pays d'origine. Pour les deuxième et troisième groupes, le soi idéal et le soi désiré étaient différents, ce qui suggère qu'ils ont donc fait des compromis en tenant compte des facteurs contextuels et de la situation actuelle. Le deuxième groupe, que vous voyez donc dans le rectangle en rouge, il était composé de 5 personnes, 2 femmes et 3 hommes. Les alternatives qu'ils citaient en tant que moi désiré, ils restaient relativement proches du projet idéal, c'est-à-dire que ça restait dans le même domaine, mais que c'était un peu revu à la baisse, soit en termes de durée d'études, soit en termes de prestige. On a par exemple l'exemple de Tahan, qui est donc la deuxième personne dans le tableau, pour qui le soi idéal est de devenir docteur ou infirmier, et son soi désiré en Suisse est de devenir assistant médical, parce qu'il explique qu'il aimerait travailler dans un hôpital sans avoir à aller à l'université pour le moment. Pour le troisième groupe, il est composé de 4 personnes, 1 femme et 3 hommes. Pour eux, le compromis il semblait plus important, car le projet idéal était presque abandonné. Par exemple, Akima, qui est dans la dernière ligne, elle a complètement abandonné son moi idéal de devenir avocate en Syrie pour un moi idéal de vendeuse, un moi désiré de vendeuse en Suisse. Un angle pour appréhender ces différences entre les deuxième et troisième groupes, dans l'ampleur du compromis, ça serait à travers un sentiment d'urgence lié à une insertion socio-professionnelle. On a pu observer qu'il y avait une tendance où 3 personnes sur 5 dans le groupe 2, l'urgence de l'intégration n'était pas prédominante dans leur discours. L'objectif à court terme, c'était plutôt d'explorer toutes les possibilités de métiers en Suisse avant de faire un choix. Au contraire, lorsque le sentiment d'urgence était élevé, les personnes semblaient faire des plus grands compromis. C'était le cas pour 3 personnes sur 4 du groupe 3, où le moi désiré et le moi idéal étaient complètement différents. Donc pour reprendre l'exemple d'Akima, elle faisait part d'un sentiment d'urgence très élevé. Donc pour elle, avoir un métier, c'était synonyme de pouvoir s'intégrer socialement, d'améliorer son français, et il fallait aussi que ça soit compatible avec le fait d'avoir des enfants. Donc pour elle, l'alternative de vendeuse semblait satisfaisante en Suisse. L'analyse des données longitudinales a révélé que pour les 5 personnes qu'on a rencontrées à 2 reprises, elles ont modifié leur plan de carrière en termes de compromis. Pour certains, la même profession figurait dans le moi idéal et le moi désiré au temps 1. Par contre, au temps 2, ils ont soit rapporté un moi idéal qui était complètement nouveau, donc ça veut dire que leur moi idéal précédent a été relégué en tant que soi désiré au temps 2. Soit le projet il est resté le même, mais ils ont découvert d'autres alternatives en tant que soi désiré. Ce qui veut dire que les participants ont bénéficié de plus de temps pour explorer leurs intérêts, collecter des informations sur les métiers. Et donc on constate que le temps est un facteur important et pertinent dans le processus de choix de carrière. Ça permet soit de découvrir un nouveau métier qui devient un objectif à court ou à long terme, soit de trouver d'autres alternatives à leur projet idéal qui soient aussi satisfaisantes. Je passerai maintenant à la dernière étude sur le rapport au travail. Au niveau des concepts mobilisés, on a le travail décent et le sens au travail. D'abord, le travail décent il est considéré comme un droit fondamental par les Nations Unies et par l'Organisation internationale du travail. Il se réfère à un travail qui donne accès à un emploi complet et productif, qui respecte les droits des employés, qui garantit une protection sociale et qui promeut le dialogue social. Cette définition de l'OIT, elle aborde principalement des aspects macroéconomiques et elle se concentre sur des indicateurs du marché du travail. Dans le domaine de l'orientation, plusieurs auteurs et autrices invitent à y intégrer des facteurs psychosociaux, tels qu'un emploi digne, qui permettent aux personnes de vivre, de s'exprimer, de contribuer à l'identité sociale et personnelle, de trouver du sens et des objectifs dans le travail et la vie, et de se développer. Ensuite, le sens du travail peut être défini comme l'expérience subjective que son travail a de la signification, qu'il facilite le développement personnel et contribue au bien commun. Donc, trouver du sens à son travail, ça contribue positivement à l'engagement et à la satisfaction au travail,
et un sentiment de bien-être et de dignité. Selon le modèle de Rousseau et collègues, il y aurait 4 principales sources de sens. D'abord le soi, qui regroupe les valeurs, les motivations et les croyances envers le travail. Ensuite les autres, qui regroupent les influences des relations qu'on a avec les collègues, la hiérarchie, la communauté et la famille. Le contexte de travail, les tâches, les missions de l'organisation, les possibilités financières, les domaines extra-professionnels et la culture du pays dans lequel le travail est exercé. Enfin, la vie spirituelle regroupe la spiritualité et une recherche d'une vocation spécifique. Selon ces auteurs, si les individus trouvent du sens dans plusieurs de ces 4 sources, ils feront l'expérience de plus de sens au niveau global. Il y a peu de littérature qui existe à propos du rapport au travail pour les personnes réfugiées. Donc nos objectifs étaient d'investiguer le rapport au travail à travers les fonctions et les attentes envers celui-ci. Pour ça, on a mené des entretiens qualitatifs pour investiguer leur représentation du travail dans le pays d'origine et aussi dans le pays d'accueil. On a aussi cherché à savoir si ce rapport a changé entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Donc pour cette dernière étude, on a analysé les entretiens menés auprès des 22 mêmes personnes que pour l'étude précédente. On a aussi mené une analyse consensuelle avec une équipe de 5 personnes. Concernant les résultats, on a retrouvé les mêmes principales fonctions qui sont habituellement citées dans la littérature, mais avec certaines spécificités à cette population des réfugiés. Tout d'abord, les bénéfices matériels, c'est que le travail permet d'être indépendant financièrement en tant qu'individu, mais aussi par rapport à la société, et ce qui était particulièrement le cas avec les réfugiés, donc puisque quand ils arrivent en Suisse, ils sont bénéficiaires de l'aide sociale tant qu'ils ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi. C'était très saillant dans leur discours qu'ils voulaient vraiment être indépendants et pouvoir sortir de l'aide sociale. Ensuite, la catégorie du développement, elle a été beaucoup identifiée. Ils aimeraient que leur travail leur apporte un sentiment d'accomplissement et de succès et leur permette de se surpasser. La structure, c'est le fait que le travail permette de rythmer sa journée et il contribue aussi à rester en bonne santé physique et mentale du fait que ça demande d'être actif. La catégorie de l'identité, elle se réfère au fait de se sentir plus complet en tant que personne et que le travail aide à se définir. On a remarqué que la dimension sociale, elle était très saillante dans leurs réponses, donc le lien avec les autres, mais aussi avec la communauté dans un sens plus large. Ce sont les 2 catégories qui sont dans un bleu un peu plus clair. Donc d'abord avec le devoir moral qui se réfère au fait que le travail est vu par certains comme une obligation morale de servir la société par son travail. Par exemple, Bakir explique que c'est ancré dans son éducation et les traditions, car il a toujours dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et permettre à ses sœurs d'étudier. Ensuite, la catégorie de la contribution sociale, elle se réfère à la volonté de contribuer et d'améliorer la société à travers son travail. Nedim explique par exemple qu'il souhaite s'engager au niveau politique pour promouvoir la démocratie. Et Faven et Farah parlent du travail comme d'un moyen d'aider les autres et de s'en sentir utile. Les 2 dernières catégories, elles concernent spécifiquement la population des réfugiés. Plusieurs ont identifié le fait que le travail leur permette de s'intégrer socialement dans la société. Par exemple, Akima dit que ça lui permet de rencontrer des locaux et d'améliorer ses connaissances en français. Et pour Maria, ça lui permet de se sentir normale. Enfin, le travail il est aussi perçu comme un moyen d'obtenir un statut légal, puisque pour les détenteurs d'un permis F, avoir un travail, c'est la première condition pour pouvoir faire une demande de permis B. Et ce permis B va ensuite permettre d'avoir droit au regroupement familial ou de s'établir dans un autre canton. Donc pour une participante, Faven, elle dit que le travail, c'est la solution pour que ses enfants qui sont restés au pays puissent la rejoindre en Suisse. Ensuite, concernant les attentes envers le travail, on retrouve les principales attentes liées à l'adéquation du travail avec soi.
donc en termes d'intérêt professionnel, de valeur de travail, de compétences et de personnalité. Donc les éléments avec lesquels on a l'habitude de travailler en orientation. Pour certains, ça veut dire qu'ils et elles souhaitent exercer leur métier, ou pour d'autres qui n'ont jamais travaillé, ça veut dire qu'ils voient l'arrivée en Suisse comme une opportunité de découvrir un métier qui leur plaise. Deuxièmement, les conditions de travail, ça renvoie à la notion de travail décent, où les personnes s'attendent à ce que leur travail, ils remplissent des conditions justes et décentes, soit avec un salaire qui soit à la hauteur de leurs efforts, des horaires qui permettent un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, des conditions de travail qui soient sécuritaires au niveau physique et mental, un environnement égalitaire sans discrimination basé sur l'origine, le genre ou le statut social, et enfin une bonne stabilité de l'emploi au niveau de la durée du contrat ou du pourcentage de travail proposé. De nouveau, on a une dimension relationnelle qui émerge des résultats. À travers la catégorie des relations, les personnes soulignent l'importance d'un lieu de travail qui favorise des bonnes relations avec les collègues. Certains s'attendent à ce que leur travail remplisse aussi un besoin de transcendance, donc qui renvoie à une volonté de prendre soin et d'aider les autres. Plus spécifiquement, Isaias, il explique que sa volonté de prendre soin des personnes âgées, donc être assistant socio-éducatif, il s'ancre dans des valeurs et des traditions familiales et religieuses. Ensuite, si on décide de croiser les fonctions et les attentes, ça nous donne des indications intéressantes pour une prise en charge en orientation. Donc pour illustrer ce croisement, je vais vous présenter le cas de deux personnes. D'abord, on a Saïd qui a 27 ans et qui était peintre en Syrie. Pour lui, le travail, il a une fonction de devoir moral et ça lui permet d'obtenir un permis de séjour plus stable et d'avoir un logement adéquat pour sa famille. Le travail lui donne aussi une structure et lui permet de rester en bonne santé. Il s'attend à ce que son travail corresponde à ses intérêts et à ses compétences, et pour lui, son projet est de travailler en tant que peintre. La deuxième personne est Faven, qui a 35 ans et qui était graphiste en Érythrée. Pour elle, le travail a une fonction de bénéfice matériel et il fait partie de son identité et l'aide à se définir. Elle explique que même si en général les femmes ne travaillaient pas en Érythrée, sa mère l'a toujours encouragé, elle et ses sœurs, à travailler et c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans son discours. Dans les fonctions de travail, on retrouve le statut légal, donc pour pouvoir faire venir ses enfants en Suisse, le développement et la contribution sociale. Elle s'attend à ce que son travail corresponde à ses intérêts et lui permette de se transcender, c'est-à-dire d'accomplir ses valeurs d'aide et de soins. Son projet est de devenir auxiliaire de santé, puis ultimement de devenir infirmière. Donc on peut voir parmi ces deux exemples que si on décide de prendre en compte le rapport au travail, ça peut venir moduler la prise en charge d'orientation qui sera différente pour Saïd que pour Faven. Ensuite, à travers les données récoltées, il nous a aussi semblé qu'il y avait une sorte de changement ou d'évolution du rapport au travail dans le temps en fonction du pays d'origine et du pays d'accueil. Il y a deux participants, donc Farah et Kiraz, qui ont été capables de donner beaucoup de détails sur leur façon de concevoir le travail et comment celui-ci a pu changer. Donc d'abord, on a Farah, qui est une jeune femme de 27 ans, originaire d'Iran. Durant le voyage jusqu'en Suisse, elle est tombée enceinte et est maintenant maman d'un enfant de 4 ans dont elle s'occupe seule. Lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle raconte avoir voulu s'assimiler aux habitudes et au mode de vie suisse. Son assistante sociale lui a suggéré de commencer des mesures d'intégration professionnelle, mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas compatible avec avoir un enfant à charge puisqu'elle n'avait pas de solution de garde. Lors de la rencontre, et 4 ans après son arrivée, elle raconte qu'elle ne se sent pas confortable en Suisse et qu'elle rejette maintenant la culture suisse et elle se met plus de pression pour essayer de changer qui elle est. Par exemple, elle raconte qu'elle conserve une vision plutôt genrée des métiers et qu'elle n'arrive pas à concevoir qu'une femme puisse conduire un camion. Selon elle, le travail est très important en Iran, mais le marché du travail n'est pas sécuritaire pour les femmes. Elles sont donc encouragées à étudier avant de se marier. Venant d'une famille aisée, Farah n'avait pas besoin de travailler
Et puisqu'elle aimait se sentir utile et aimait aussi les animaux, elle faisait du bénévolat dans un refuge. Elle ressent aujourd'hui une pression à travailler du fait qu'elle soit mère et qu'elle doive s'occuper de son enfant. Elle ne trouve pas qu'il y ait besoin de bénévolat en Suisse et elle voit maintenant le travail comme ayant une fonction principalement financière. Ensuite, on a l'exemple de Kiraz, qui est une jeune kurde de Turquie, âgée de 21 ans, qui est arrivée en 2016 avec ses parents et ses frères et sœurs. Ses parents ont toujours souligné l'importance d'une bonne éducation. Elle explique qu'il est très important pour une femme turque d'étudier et d'atteindre un bon niveau social afin d'être indépendante financièrement. Ils l'ont toujours encouragée à étudier et avoir une carrière où elle puisse s'épanouir. Maintenant qu'ils vivent en Suisse, Kiraz raconte qu'elle sent moins de pression de la part de ses parents, car ils ne sont plus inquiets à ce sujet et ils la laissent faire son propre choix. Pour Kiraz, avoir un travail qui lui permette d'être indépendante financièrement est toujours important, mais moins qu'avant. En Suisse, elle sent qu'elle pourra toujours vivre seule et être indépendante sans avoir besoin de vivre chez ses parents ou de devoir se marier. De plus, son arrivée en Suisse, il semble avoir augmenté sa motivation à travailler et puisqu'elle aimerait montrer à la Suisse qu'elle a réussi à avoir un bon travail avec du succès, malgré le fait qu'elle soit une femme étrangère. Donc, comme on peut le constater dans les résultats, les critères du travail décent ont émergé des réponses des participants comme des attentes envers le travail. De façon générale, ils et elles ont rapporté des conditions de travail qui sont globalement meilleures en Suisse que dans leur pays d'origine au niveau du salaire, des horaires ou de la sécurité. Par contre, plusieurs obstacles se dressent dans l'accès à un emploi décent en Suisse, notamment à cause des restrictions liées au permis provisoire, donc le permis F, qui peut faire que les employeurs sont plus sur la réserve avant d'engager quelqu'un qui a le permis F, par manque d'informations sur les procédures qui s'appliquent dans ce cas-là. Les difficultés de reconnaissance de diplômes et des expériences restreignent aussi l'accès à un emploi décent. De plus, les emplois requérant peu de qualifications offrent généralement des conditions de travail qui sont peu satisfaisantes. Ainsi, l'accès à la formation professionnelle semble être une bonne solution, mais comme relevé précédemment, elle est difficile d'accès pour les personnes qui n'ont pas effectué leur scolarité en Suisse et pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Nous pensons donc que ce paradoxe que vivent les réfugiés dans un pays où le marché du travail offre de bonnes conditions, mais dont l'accès est restreint, peut vraisemblablement avoir un impact sur leur bien-être. On retrouve un aspect relationnel qui est important dans nos résultats, que ce soit dans les fonctions du travail ou dans les attentes. En effet, il semble que les participants considèrent le travail comme un moyen de s'intégrer socialement et de créer des liens avec les locaux. De plus, les résultats relèvent aussi que la famille et la communauté jouent un grand rôle dans le sens qu'ils accordent au travail. Plus de la moitié des personnes ont mentionné une volonté de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille ou fonder une famille. Enfin, la contribution à la société est aussi quelque chose qui ressortait beaucoup de leur discours, dans le sens de pouvoir redonner à la société ce qu'ils ont reçu, ou aussi aider les autres en général. Les dimensions contextuelles et situationnelles semblent aussi avoir une influence. À travers les exemples de Kiraz et Farah, on a vu que certaines dimensions du rapport au travail peuvent être influencées par des transitions de vie majeures comme la migration forcée. Enfin, les résultats ils offrent des illustrations concrètes des multiples transitions qu'ils vivent et qu'ils doivent gérer en parallèle. En effet, parmi l'échantillon, ils sont âgés entre 18 et 35 ans, donc beaucoup d'entre eux envisagent les enjeux liés à la parentalité, tout en devant apprendre une nouvelle langue, s'adapter à une nouvelle culture, gérer des difficultés financières, remplir des conditions administratives liées au permis, tout en étant à la recherche d'un emploi qui fasse du sens. Je passe maintenant à une discussion plus générale sur les 3 recherches qui ont été présentées. D'abord avec quelques limites liées aux études,
Donc comme toute recherche qualitative, le fait que l'échantillon soit petit ne permet pas de généraliser les données. Par contre, ça nous permet de voir certaines tendances dans ce qu'on a pu observer. La langue aussi, donc le niveau de langue variait beaucoup, je dirais entre A1 et B1. Et on n'était pas toujours sûr de se comprendre à 100%, ce qui peut poser des défis au niveau méthodologique, puisque parfois leurs réponses étaient un peu suggérées. Pour les aider à comprendre, on posait des questions fermées ou on donnait des exemples, donc ce qui peut venir aussi fausser un peu les réponses. Et enfin, on a remarqué aussi au niveau de la désirabilité sociale qu'on avait de la difficulté à atteindre leur point de vue réel sur ce qu'ils pensaient, parce qu'en général, ils disaient que tout allait bien. Donc, au vu de tout ce qui a été mentionné, on peut constater qu'il y a certains axes de compréhension qui nous permettent de comprendre la singularité du parcours de chacun. Tout d'abord, on a l'axe des temporalités qui était central dans les 3 études. On a vu le rôle important de l'urgence perçue à s'intégrer socialement et professionnellement et l'importance des expériences passées dans la façon de construire les carrières. Deuxièmement, on a vu la dimension sociale qui était très présente dans leur rapport au travail, mais aussi dans la façon de construire les projets. Le rôle des autrui, donc ça peut être des personnes ou des institutions, et ça peut être aussi dans le passé, le présent ou le futur, dans le sens de si une personne anticipe le fait de fonder une famille. Donc les proches et la famille, les amis, ils peuvent jouer un rôle de ressource, mais ils peuvent aussi être perçus comme un frein dans certains cas si ces personnes sont restées dans le pays d'origine. Ça peut engendrer de la nostalgie ou de l'inquiétude face à leurs conditions de vie et aussi une certaine pression financière pour les soutenir. Au niveau institutionnel, comme on l'a relevé dans la première étude, le soutien apporté par le programme INVO montre des aspects positifs au niveau de la gestion des barrières et aussi la promotion des ressources, mais il peut aussi devenir un obstacle lorsque ce suivi s'arrête. Enfin, le 3e axe, c'est le rapport au travail. Donc, le rapport qu'on entretient au travail, c'est quelque chose de très personnel, mais on a tendance à présupposer que tout le monde a les mêmes conceptions et attentes envers celui-ci. Pourtant, comme on l'a vu dans les recherches, les conceptions du travail peuvent être très différentes et avec les exemples de Saïd et Faven, ça peut engendrer des prises en charge d'orientation qui soient aussi très différentes. Donc pour Saïd, on aurait plutôt une prise en charge qui serait axée sur une insertion professionnelle rapide. Et pour Faven, on aurait plutôt une insertion par la formation professionnelle qualifiante qui lui permette de gravir les échelons et donc de commencer comme auxiliaire de santé et d'arriver à être infirmière comme elle le souhaitait. Ces 3 axes, ils ne sont pas isolés, bien sûr, ils peuvent s'inter-influencer. Par exemple, les soutiens institutionnels, ils peuvent être influencés par la temporalité. On a remarqué une différence dans l'étude longitudinale puisque la moitié des personnes n'étaient pas bénéficiaires du programme INVO. Et après 3 à 6 ans en Suisse, pour ces personnes, on a remarqué qu'elles étaient environ au même stade au niveau de l'apprentissage du français et de la réalisation de leurs projets que les bénéficiaires d'INVO après 1 année en Suisse. Le rapport au travail est également influencé par la temporalité, comme on l'a vu pour Kiraz et Farah. Donc le rapport au travail il peut changer dans le temps. Tous ces éléments ils sont à prendre en compte car ils peuvent donner des indications sur les stratégies à adopter lors d'une prise en charge. J'ajouterais aussi avant de conclure que les aspects du genre qui avaient été évoqués dans la première étude, ils n'ont pas été relevés dans les 2 autres études. C'est pour ça que je ne les ai pas évoqués. Par contre, je prévois de faire une recherche à ce sujet, donc certainement qu'il y aura d'autres éléments dans le futur à mentionner, notamment concernant la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle, qui peut être un grand frein pour l'intégration socio-professionnelle des femmes. Pour terminer, quelques messages à retenir. Donc, tout d'abord, les 3 axes que je viens de vous présenter. Ensuite, le fait que c'est une population qui vit de multiples transitions en même temps, de par le fait de la migration forcée et aussi de leur âge. Et enfin, on a vu la grande importance d'une prise en charge qui soit rapide, comme avec l'exemple d'INVO. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis de pouvoir discuter de ces questions avec vous.
et aussi d'entendre si vous avez des besoins au niveau de nouvelles recherches. Et je suis à disposition pour toute question et je vous laisse mes coordonnées. Merci.